Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons terminer de faire la présentation de ce téléphone. Et donc cette fois-ci, oh là là, c'est l'heure des surprises, les grandes surprises. Déjà premièrement, je ne l'ai pas encore routé et je pense que je ne le ferai jamais. Pour information, je ferai ça plutôt sur un autre téléphone Spreadtrum, c'est-à-dire avec le même processeur, mais dont j'aurai le firmware disponible sur internet au cas où je le brique. Parce que en gros, la technique que je dois employer pour faire ça consiste à extraire le firmware du téléphone, puis ensuite à le modifier, et en gros c'est plus ou moins une sorte de technique improvisée pour router ce téléphone là, étant donné qu'il n'existe absolument aucune méthode facile j'entends, pour le router soi-même. Alors on est un petit peu dans le caca, et bon, ça c'est pas vraiment une surprise, le fait de ne pas pouvoir le router. Alors vous vous rappelez sûrement que j'ai dit qu'il y avait une sorte de virus dedans. Eh bien il ne s'agit pas vraiment d'un virus. Alors pour ceux qui ont la patience de lire tout ce charabia en anglais fait par des Chinois, donc d'une compréhension assez difficile, regardez à l'intérieur de la description. Vous trouverez le lien vers un article qui vous parle de ce programme qui n'est pas en fait un virus, mais plutôt une sorte de spyware officiel qui permet de savoir qui achète tel ou tel téléphone, etc. Et puis savoir combien de temps il l'utilise avant de le revendre ou je ne sais pas quoi. Enfin savoir combien de cartes SIM ont été utilisées dans chaque téléphone pour aider les vendeurs des téléphones en gros à pouvoir en vendre plus, à s'adapter au marché ou je ne sais pas quoi. Enfin bon bref. C'est un truc un petit peu foireux. Moi franchement je suis pas tellement pour ce genre de comment dire, d'espionnage plus ou moins, mais bon voilà, on peut facilement l'enlever si on peut router le téléphone, étant donné qu'il n'existe aucune méthode pour router ce type de téléphone, sauf celle que j'ai inventée moi-même, qui n'a pas encore été testée sur du vrai matériel. Eh bien, je ne vous conseille pas a priori d'acheter ce type de téléphone, on ne sait jamais. Par contre, quand j'aurai, comme je le disais, un autre téléphone avec le firmware disponible, il y a quelques marques qui sont assez sympas pour fournir le firmware de ces téléphones et le mettre en ligne, ce qui permet de pouvoir faire un peu tous les bidouillages que l'on veut, de manière, disons, plus sécurisée, ou sécurisante même. Alors donc, sur ce téléphone, j'ai découvert à mon grand regret un petit problème, c'est que si vous êtes chez Free, il y a seulement une carte SIM sur deux qui fonctionne. Donc vous pouvez envoyer des SMS, recevoir des SMS, aller sur internet, recevoir des appels, mais vous ne pouvez pas envoyer d'appels. Alors ça c'est particulièrement casse-pied, mais alors particulièrement pas casse-pied alors que je ne vois absolument pas d'où ça vient. Ça n'est même pas en rapport avec le forfait à 20€ ou avec le forfait à 2€, ça n'a aucun rapport. Ça fonctionne juste avec une carte SIM sur deux sans vraiment avoir de logique. Alors il me semble que je vous ai déjà parlé du kit main libre qui est pas terrible et que l'on ne vous entend pas à l'autre bout si vous utilisez ce truc là. Bien entendu, vous pouvez le remplacer par n'importe quoi étant donné qu'il s'agit d'un truc tout à fait standard. Mais il faut que je vous parle de la qualité d'utilisation avec le combiné du téléphone directement. Je sais pas si on appelle ça encore un combiné d'ailleurs avec les téléphones portables, mais enfin bref. Donc le micro marche très bien, mais le haut-parleur, lui, si votre correspondant a un microphone assez faible, eh bien vous n'entendez absolument rien parce que le haut-parleur de ce téléphone est lui-même assez faible. Et donc ça c'est un petit problème que j'ai pu corriger. Enfin bon bref, disons que c'est vraiment pas terrible d'avoir un téléphone qui a même pas été testé en sortie d'usine, quand ce qu'il s'agit juste de faire, c'est tout simplement de modifier les réglages d'amplification du volume par défaut, mais vous pouvez bien entendu malheureusement pas le faire si vous ne hackez pas le téléphone. Alors, au niveau des jeux, je vous ai sûrement déjà montré, divers jeux 3D fonctionnent parfaitement bien, etc. Par contre, pour les émulateurs, je ne vous ai pas encore montré, la Super NES marche parfaitement bien. ScumVM, si vous ne connaissez pas, c'est ce qui vous permet de faire fonctionner les différents jeux de chez LucasArts autrefois, c'est-à-dire les vieux point and click comme Sam & Max ou attends, comment ça s'appelle déjà ce truc là? Il y a Day of the Tentacle, mais c'est lequel que je recherche? Oh, le plus connu, merde, celui-là avec des pirates et tout ça, avec Guybrush et tout ça, merde, comment ça s'appelle? Monkey Island, voilà. Eh bien, comme vous le voyez, ça utilise un système de pointeur qui fonctionne un peu comme, vous savez, le touchpad des ordinateurs. En gros, peu importe à l'endroit où on met son doigt, on peut diriger le pointeur, étant donné qu'ils se sont dit
que ce serait pas assez précis si on appuyait directement comme ça, vu que c'est fait pour la souris à l'origine ces jeux. Et comme vous le voyez, ça marche parfaitement bien, pleine vitesse, on peut faire des sauvegardes, charger les sauvegardes, enfin bon, jusque là pas de soucis. Il s'agit ici de Sam Max Hit the Road, qui est le mon, mon point and click préféré, littéralement. Enfin bon, bref, marche parfaitement bien avec les doublages, etc. Pas de soucis. Donc je pense avoir rien de spécial à vous dire là-dessus, étant donné que ça fonctionne parfaitement bien sur quasiment tous les téléphones, juste pour vous montrer surtout que ce programme existe. Par contre, vous avez aussi l'émulateur Nintendo 64. J'ai pas choisi le bon jeu, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? On voit mon nez, c'est génial. Alors, l'émulateur Nintendo 64, qui vous allez voir fonctionne parfaitement bien. C'est juste incroyable. Bon, parfaitement bien, à l'exception de quelques petits ralentissements, bien entendu. Allez, allez, allez. Je veux sortir de ce jeu-là, parce que c'est le mauvais exemple. Alors, Yoshi Story, pour information, est l'un des jeux les plus durs à émuler, et fonctionne à peu près convenablement. Bon, on va y aller la manière forte, on n'a pas que ça à foutre. Voilà. Alors, Super Mario 64, qui est le jeu le plus facile à émuler, par contre. Et vous allez voir qu'il est parfaitement jouable. Le seul problème, c'est que c'est un écran multitouch qui n'a que deux points simultanés. Et vous allez voir que, par exemple, pour les sauts en longueur, c'est totalement impossible. Alors, start. Alors, voilà, tac. Voilà. Alors, comme vous le voyez, il y a quelques tout petits ralentissements, quelques petites chutes de framerate. Alors, c'est pas particulièrement facile au tactile comme ça. Bien entendu, cette chose-là est compatible avec tout ce qui est manette Bluetooth, etc. Étant donné qu'il supporte le Bluetooth sans aucun souci. Voilà. C'est quand même totalement jouable au tactile, hein, même s'il faut avoir peut-être un peu plus de patience. On va essayer de se faire un niveau pour voir. Allez, on va faire un truc très rapide, à faire le truc que l'on peut faire dès le début du jeu. Oh, je vois que ça rame un petit peu. Peut-être un peu plus qu'à l'accoutumée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'effet Bonaldi, encore une fois. Si vous connaissez pas l'effet Bonaldi, c'est en gros en référence à quelqu'un qui testait des sortes de bricoles et autres gadgets à la télé sur Canal+. Et à chaque fois qu'il testait ça, eh bien, il se retrouvait avec le truc qui ne fonctionnait plus comme il fallait, alors que ça fonctionnait parfaitement bien quand il testait ça dans les coulisses. Ah merde. Et c'est pas particulièrement facile étant donné que les trois boutons, enfin la direction, le saut et le bouton pour s'accroupir ne sont pas... Putain, je vais encore me faire avoir, hein. Putain, nom de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a un autre problème. Ah, voilà. Putain, tu vas y arriver? Eh merde, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Alors, comme vous avez peut-être vu, les boutons sont assez difficiles à avoir. C'est peut-être un écran capacitif, mais c'est pas un écran capacitif des meilleurs. Vous allez sûrement voir un léger souci à ce niveau-là. Et donc, bah voilà, vous avez vu, la Nintendo 64 fonctionne plus ou moins convenablement, plus ou moins à vitesse maximum, quoi, ce qui est assez impressionnant pour une machine à moins de 60$. Je sais plus combien en euros, je me rappelle plus exactement. Enfin bon, c'est quand même assez incroyable, quoi. Et donc, je vais vous installer un programme pour pouvoir... hop, j'ai oublié d'activer le Wi-Fi. Un programme pour pouvoir tester le multitouch, pour vous montrer le problème du multitouch et le problème de cet écran capacitif. Alors, on va chercher pour multitouch... Oups. J'ai encore tapé une lettre qu'il fallait pas. Alors, voilà. Voilà celui-là que j'ai l'habitude d'utiliser. Installons-le. Tac. Accepter, installer. Hop. Et hop, c'est déjà installé. Oui.
Et voilà le logiciel de test de multitouch. Alors, un appui, voilà, deux appuis, voilà, trois appuis, et non, il n'en fait que deux. Donc déjà, ça, le fait qu'il fasse que deux appuis, c'est un bon indice que l'on a ce qu'on appelle, en tout cas ce que les Anglais appellent le crappy multitouch, c'est-à-dire le multitouch de merde pour information. C'est en gros du multitouch qui fonctionne un peu comme du résistif quand il s'agit de multitouch résistif. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est très proche, les deux fusionnent très rapidement. Et là, ça a l'air de marcher plutôt bien par rapport à d'habitude, parce que d'habitude, quand vous utilisez par exemple le téléphone comme ça, ah oui, vous voyez, ça le fait, eh bien on ne peut pas utiliser deux touches à la fois qui se trouvent dans les deux coins ici et là en même temps. Comme vous voyez, ça choisit un truc au milieu, ce qui est un peu con. Et comme vous voyez, on peut faire comme ça. C'est pour ça que j'ai mis les contrôles de la Nintendo 64 le plus éloigné possible. Comme ça aussi, ça fonctionne. Mais si vous utilisez la Super Nintendo, par exemple, dans ce sens-là, par exemple, vous voyez, pour jouer dans ce sens-là, comme vous voyez, vous pouvez pas contrôler la Super Nintendo, un émulateur Super Nintendo, dans ce sens-là, avec l'écran au-dessus et les contrôles en dessous, étant donné que l'on ne peut pas utiliser les boutons plus la croix en même temps comme ça. On serait obligé de faire comme ça, avec l'écran au milieu à la limite, peut-être que c'est possible. On peut aussi jouer comme ça avec l'écran en miniaturisé, enfin ce genre de truc. Et vous avez vu que pour faire par exemple la fameuse technique du saut en longueur dans Super Mario 64, il faut donner une direction. En même temps, il faut appuyer sur Z pour pouvoir s'accroupir. Comme vous voyez, rien que ces deux trucs-là, on peut pas le faire en même temps. Et il faut appuyer sur saut après. Comme il fait pas les trois touches en même temps, eh ben on peut pas faire ça. Mais en plus de ça, même s'il faisait trois touches en même temps, vu qu'il n'est pas capable de pouvoir détecter une pression à cet endroit-là, plus à cet endroit-là en même temps, eh bien c'est totalement impossible de pouvoir faire le saut en longueur, parce que en fait on pourrait utiliser un bouton physique, un de ces boutons-là, comme bouton de saut, et donc on pourrait utiliser les deux touches que l'on nous donne à cet endroit-là, à cet endroit-là, mais l'émulateur ne nous permet pas de mettre Z à cet endroit-là, notamment par exemple, ou à cet endroit-là. Donc du coup, comme on est obligé d'utiliser avec Z ici, eh bien, totalement impossible de pouvoir appuyer sur deux touches en même temps tout en sautant, ce qui nous oblige à utiliser une manette Bluetooth ou un truc du genre. Dommage. Alors maintenant j'en viens au dernier problème que j'ai trouvé en utilisant de manière plus extensive ce téléphone. Et vous allez voir, c'est un problème assez inquiétant si on a envie de regarder des films dessus, car vous allez voir un petit peu le souci. Là, on y voit très bien. Pas de souci, quand on utilise le téléphone comme ça, pas de problème. Quand on tourne comme ça, on voit quand même que l'angle de vision est assez limité, surtout dans ce sens-là où tout devient tout sombre, et dans ce sens-là où tout devient tout clair, parce que, pour information, il doit être éclairé par le bas, mais pas du tout par le haut, ni de manière uniforme. Donc du coup, là, c'est comme si on regardait le néon en pleine face. C'est un peu n'importe quoi de la façon que ça a été fait. Et donc, vous allez voir, le gros problème, c'est quand on l'utilise comme ça. Et là, quand on utilise comme ça, eh bien là, on peut dire que l'on se rend compte qu'un écran a un angle de vision tout pourri quand, en gros, l'espace entre nos deux yeux est suffisant pour avoir une vision différente de l'écran. Alors, je m'explique. C'est tout simplement que, vous voyez, quand on tient l'écran, enfin le téléphone dans ce sens-là, on a un écran qui est beaucoup plus large de cette manière-là. Donc du coup, nos deux yeux sont beaucoup plus, enfin regardent un espace beaucoup plus grand. Et là, le problème, c'est que comme c'est éclairé par le côté, eh bien, ce qui nous arrive, c'est qu'on peut avoir un œil, vous voyez, qui voit comme ça, c'est-à-dire plus sombre ici que là, et l'autre œil qui voit comme ça, c'est-à-dire à peu près éclairé uniformément. Et c'est impossible, sauf en regardant le téléphone par le côté, c'est-à-dire en gros en regardant là, pour voir de manière claire ici, de ne pas avoir une image qui donne un mal de tête, pas possible, parce que vous avez un œil qui voit l'intégralité de l'écran, et l'autre œil qui a toute cette partie de l'écran qui est obscurcie, qui est totalement noire. Vous fermez un œil, vous voyez que cette partie de l'écran en gros. Vous fermez l'autre œil, bien entendu en rouvrant l'autre, et vous voyez avec cet autre œil l'intégralité de l'écran. Ce qui paraît vraiment bizarre et qui fait faire un travail au cerveau qui est particulièrement c'est pas naturel du tout quoi. Donc du coup vous vous retrouvez avec un mal de crâne pas possible.
pour tout simplement avoir regardé un écran, ce qui est assez bête. On peut aussi regarder les films dans ce sens-là, ce qui paraît un peu con étant donné que le format 16 neuvième fait que on utilise tout l'écran dans ce sens-là, alors que dans ce sens-là on n'utilise quasiment rien. Mais bon, vous voyez, c'est un problème. Bon, c'est un problème qui apparaît surtout sur les couleurs sombres, bien entendu. Quand c'est clair, comme un jeu, notamment les jeux sous Android sont souvent très clairs, c'est un problème qui n'apparaît vraiment pas. Mais quand vous jouez, enfin quand vous regardez un truc qui est assez sombre, genre je ne sais pas quoi, un one-man show, je ne sais pas quoi, enfin vous voyez un truc avec un fond totalement noir, eh bien là vous aurez de gros soucis pour réussir à regarder, disons, 1 heure et demie de quelque chose comme ça, sans avoir les yeux qui commencent à se demander sur quelle planète tu vis pour avoir une luminosité différente d'un œil que de l'autre. Donc, maintenant, il reste le dernier truc, le tout dernier. Voyons ce que donne l'appareil photo qui n'est pas du tout 5 mégapixels, de manière complètement honteuse. Eh bien, voyons voir ce que ça donne. Alors, en photo, déjà l'interface, je peux vous montrer l'interface pour vous montrer ce qu'ils ont mis pour l'utilisation de l'appareil photo. Comme vous voyez, c'est plus ou moins, ou peut-être exactement même, ce qu'il y a sur tous les téléphones Android 2.3. Donc jusque-là, pas de surprise du tout. Pour passer en mode vidéo, il suffit de glisser ça en mode vidéo, et puis c'est tout. Alors, si vous voulez voir une photo prise avec ce truc-là, ça donne ceci. Alors Dark, qu'allons-nous tester la prochaine fois? Nous allons tester cette petite merde. Bon, c'est toujours pas autant de la merde que la caméra de cet appareil photo, mais bon. Ouais, et cet ouvrier là, alors que c'est sur cette neuf. On voit les détails. Voilà, comme vous le voyez, c'était pas génial, mais bon, au moins ça a le mérite de ne pas être la pire caméra 0,3 mégapixels que j'ai pu voir de ma vie, mais bon, quand on voit qu'on a mieux sur le JXD, quand même, ça montre à quel point on est bas dans le niveau. Ah, mais j'ai oublié de vous dire les derniers trucs. Ce qui est un truc très important avec un téléphone, c'est l'autonomie. Alors, je m'étais dit, quand j'avais fait la vidéo sur le Jinsen, que j'allais à chaque fois vous montrer les autonomies en utilisant la pire des 2 batteries qui sont données avec quand le téléphone vient avec 2 batteries. Eh bien là, j'ai pas voulu faire ça, mais utiliser la meilleure des 2 batteries, étant donné que la pire des 2 batteries est dans un état tellement lamentable que c'est sans espoir, quoi. Quand j'ai vu que sur l'une des 2 batteries j'avais 4 heures de lecture vidéo alors qu'avec l'autre je n'avais que 3 heures, je me suis dit que ça n'assurait absolument rien de bon. Donc, avec la meilleure des 2 batteries, j'ai 65 heures, plus de 65 heures de veille, ce qui n'est pas beaucoup pour un téléphone. Ça veut dire qu'en gros, il faudra le recharger tous les soirs. Bien entendu, vous pouvez aussi le recharger tous les 2 jours, mais vaut mieux s'habituer à le recharger tous les soirs ou toutes les semaines si le téléphone le permet, que de risquer de se retrouver le matin avec un téléphone complètement déchargé en se disant « Oh merde !» et en partant au boulot avec un téléphone qui a 50% de la charge après l'avoir rechargé en catastrophe pendant une petite heure de flottement que vous avez après de sauter du lit, mais bon voilà. Ensuite, en veille, avec le Wi-Fi activé, on descend à 45 heures, ce qui est encore pire. Alors, lecture de MP3 continue, nous sommes à 16 heures. Ça va, c'est correct. En vidéo, 4 heures, comme je vous l'avais dit. Ensuite, en appel, 4 heures, ce qui est très bon. Pour le truc en appel, franchement, il y a pire, hein, il y a largement pire. Le Jinsen faisait moins en appel pour information, malgré que la mise en veille durait beaucoup plus longtemps. Donc pour la mise en veille, je crois que le problème en fait ça vient du fait qu'on économise moins la batterie quand le téléphone est en veille. Bon, bien entendu, ça paraît évident par rapport aux mesures que j'ai fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une raison plus précise. C'est que vous savez, quand on utilise un téléphone et qu'on fait en sorte que l'on relève les emails toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, moi je l'ai paramétré à toutes les 5 minutes, eh bien il utilise le modem 2G en l'occurrence, vu que c'est un téléphone 2G et non pas 3G, et ce modem là le téléphone va se sortir de la mise en veille automatiquement toutes les 5 minutes
pour ensuite capter si on a reçu ou non de nouveaux emails et ensuite se remettre en veille. Et j'ai remarqué que sur ce téléphone-là, en Wi-Fi, on va beaucoup plus rapidement sur Internet qu'avec le téléphone Jinsen, mais en 2G, quoi, c'est-à-dire sans le Wi-Fi, c'est beaucoup plus lent. Ce qui veut dire que le modem 2G qu'il y a dans ce téléphone est beaucoup moins performant que celui qu'il y a dans le Jinsen. Ce qui veut dire que quand il sort de mise en veille pour relever les emails, eh bien il sort de mise en veille et il reste en mode alerte, quoi, en mode utilisé, quoi, disons, beaucoup plus longtemps qu'avec le Jinsen, avant de se remettre en veille. Donc j'ai désactivé le réseau 2G, juste pour garder en fait tout simplement seulement les appels, les SMS, etc. pour voir si la batterie dure plus longtemps. Et logiquement, elle devrait durer pas mal de temps de plus. Donc sinon, ah oui, en jeu, on tombe là à 3 heures. 3 heures, c'est vraiment peu, hein. Bon, en même temps, ce sont des jeux, donc ça tire sur absolument tout. Bien entendu, toutes ces durées de veille sont, sauf bien entendu quand c'est en veille ou quand c'est en MP3, mais tout le reste, c'est-à-dire vidéo, jeu et pas appel, bien entendu, parce que appel, ça éteint l'écran aussi, mais bon, ils sont faits avec la luminosité au médium, c'est-à-dire pas au maximum ni au minimum, mais à la moitié, parce que c'est ce qui fonctionnera le plus souvent entre vos mains, sans le Bluetooth d'activer, bien entendu, mais avec le Wi-Fi actif, pour voir ce que ça donne. Donc pour avoir le pire du pire. Comme vous l'avez vu, les durées d'autonomie sont plus ou moins identiques à celles du Jinsen. Donc voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. C'est vraiment pas la meilleure affaire du monde, bien au contraire. Mais voilà, c'est un téléphone très honnête. Par contre, si vous cherchez pas un téléphone capable de faire des jeux, je vous conseille de prendre le Jinsen machin chose que je vous avais montré l'autre fois, le G88, il me semble, ouais c'est ça, le G88, le Jinsen G88, qui a un clavier QWERTY, etc., qui a un écran tactile résistif pas terrible, mais qui, enfin, correct tout de même, mais si on compare à du capacitif, c'est pas terrible, mais qui est vraiment beaucoup plus honnête si vous cherchez un téléphone qui a une bonne autonomie en veille, quoi. Sinon, je vais continuer à chercher d'autres téléphones. Je vais essayer le moins cher avec un processeur MTK et un écran capacitif pour voir si on peut mêler les deux univers, c'est-à-dire un téléphone avec un écran capacitif avec une capacité pour les jeux très très convenable, voire mieux que ça, et une autonomie en veille qui soit digne d'un bon téléphone. Bon, donc voilà, hein, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour d'autres choses et bricoles et trucs sous Android, ou non d'ailleurs, hein, et donc portez-vous bien, à la prochaine.